Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui traite du processus de conception d'un business model ou d'un modèle d'affaires. Pour cela, le plan qu'on va adopter est le suivant. Premièrement, il faut contextualiser, c'est-à-dire dans quel contexte, dans quel cadre on doit repenser notre business model dans un objectif de croissance ou de survie de l'entreprise. Par la suite, nous allons voir le processus de conception d'un business model qui est en fait une succession de 5 étapes. Mobiliser, comprendre, concevoir, déployer et gérer. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises sont appelées à se réinventer. Ça veut dire revoir leur modèle de développement et leur modèle économique en fonction du nouveau contexte, des nouvelles tendances. Selon Boston Consulting Group, BCG, durant les dernières années, l'espérance de vie moyenne des entreprises n'a fait que diminuer. Malheureusement, nous assistons à une véritable hécatombe des marques ces 15 dernières années. Aussi, plusieurs études scientifiques, ils ont démontré et ils ont prouvé que les chances de survie des entreprises les 5 premières années s'amoindrissent de plus en plus. Et là, ça nous interpelle par rapport à un concept qu'on avait vu dans l'innovation, qui est le concept de destruction créatrice. Et on remarque que l'effet dévastateur de la destruction créatrice ne fait que s'exaspérer depuis. Ça veut dire que le fait que des marques remplacent d'autres et qu'ils viennent disrupter un domaine d'activité est devenu assez courant. Les entreprises, de ce fait, ont besoin et sont obligées de se réinventer pour survivre sur un marché. Généralement, l'erreur la plus répandue chez les entreprises, c'est qu'elles se focalisent sur la courbe financière, elles arrivent à vivre au jour le jour, d'année en année, au lieu de chercher à se trouver de nouveaux business models ou à trouver des produits stars sur lesquels elles vont investir. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions à des questions qui n'existent pas encore. C'est voir les nouvelles tendances et réfléchir comment on peut réadapter notre métier pour survivre à ces nouvelles tendances ou même être les précurseurs. Et là, ça m'interpelle par rapport à la stratégie de conception d'innovation qu'on a vue, qui est la stratégie océan bleu, océan rouge, où justement on essaie de trouver un nouvel espace stratégique à travers un océan bleu. Ou encore la stratégie Kaizen telle qu'elle a été conçue par les Asiatiques, où la philosophie est la suivante. Fais le mieux, rends le meilleur, améliore-le, même s'il n'est pas cassé. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas concurrencer ceux qui le font. Et donc ces deux postures, justement, elles nous interpellent par rapport au business model de l'entreprise et comment essayer tout le temps de le réinventer, de l'améliorer, de s'adapter et non se dire je suis sur un marché rentable et donc tout va bien. Il faut toujours déployer de la recherche et développement, de l'innovation, il faut toujours avoir une carte à jouer justement pour survivre dans un environnement qui est très émouvant. L'arrêt de la croissance des entreprises trouve son origine, d'après Paul Nunn et Tim Reen, dans les causes suivantes. Il y a des entreprises qui quittent leur cœur de métier ou qui le conservent trop longtemps. Et donc, il faut rester dessus, mais il ne faut pas faire que ça. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter d'une vache à lait qui va nous rapporter beaucoup d'argent, alors qu'à terme, si elle passe au déclin, l'entreprise va être mise à mal. Négliger les problèmes d'exécution peut être aussi un problème fastidieux pour l'entreprise. Imaginons des entreprises qui investissent dans une nouvelle technologie et que derrière, ils n'ont pas prévu toutes les facettes. Se tromper sur l'évolution des goûts des consommateurs. Et là, l'exemple qui me vient à l'esprit est l'exemple Nokia, où justement Nokia était une marque parmi les premières au monde et se sont développées des innovations qui sont très très bien, des N-series, des E-series qui sont très performantes. Ça veut dire que les téléphones en soi étaient à la pointe de la technologie, mais derrière, le consommateur, c'était pas forcément ce qu'il cherchait. Le moment où Nokia investissait dans la complexité, le consommateur cherchait la simplicité.
D'ailleurs, iPhone sont sortis avec leur fameuse communication sur le fait que leur téléphone ait une seule touche qui peut tout faire. Et avec, bien sûr, l'écran tactile et tout ce qui va dans la simplicité. Il y a aussi un quatrième frein, c'est se focaliser dangereusement sur les économies d'échelle. Il y a des entreprises qui restent sur diminuer les marges, optimiser, diminuer, qu'ils oublient finalement qu'il y a des possibilités, il y a un océan bleu qui peut être un océan différencié où on peut justement casser ce cercle prix-qualité ou ce cercle comment trouver toujours moins cher et offrir toujours moins cher. Parce qu'à terme, cette stratégie de trouver moins cher, optimiser, rester dans une confrontation et une concurrence rude est une stratégie très très difficile à tenir sur le temps. Donc, face à cela, pour les entreprises, à un moment, il faut faire un point. Ça veut dire il faut lancer un temps de réflexion sur la conception d'un nouveau modèle économique qui lui permet de réaliser 4 objectifs. Premièrement, essayer de satisfaire des besoins de marché existants mais non satisfaits. Et là, c'est très intéressant de savoir réellement, par exemple, qu'est-ce que pensent nos clients de nos produits et aussi qu'est-ce que pensent nos non-clients. Pourquoi? Parce que les non-clients peuvent être un vivier qui est encore plus large, qui, quand on va l'étudier, ils vont nous dire qu'est-ce qui nous dérange dans ce produit. Et ça peut nous donner une réflexion sur une nouvelle combinaison pour toucher un nouveau segment de marché à travers un nouveau positionnement. Deuxièmement, lancer sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles technologies. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester passif par rapport aux nouvelles tendances. Améliorer, perturber, transformer un marché existant avec un nouveau modèle économique. Donc, vous avez vu les modèles dans le module précédent. Donc, tout ce qui est ubérisation, économie circulaire, modèle freemium, tout ça, c'est des modèles naissants qui sont aujourd'hui en train de disrupter tous les domaines économiques. Et bien sûr, créer une stratégie à travers un marché à travers la stratégie Océan Bleu. Concrètement, comment traduire ces objectifs en termes d'impact sur le business model actuel? C'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Comment innover en business model? Si je prends des références théoriques pour Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, le processus d'innovation en matière de business model demeure chaotique et imprévisible. Il faut tout déconstruire pour reconstruire encore. Ça veut dire qu'il faut mettre à mal tous les acquis, tous les facteurs et essayer sur une feuille blanche d'avoir une nouvelle combinaison. D'ailleurs, Damian Newman résume le processus de conception d'un business model dans ce qu'il appelle le gribouillis de la conception. Et vous voyez ici un petit gribouillis qui va mener à la conception ou à une ligne épurée à travers un nouveau design. Donc au départ, toutes les idées sont là. Elles sont bonnes à prendre, à étudier, à expérimenter, à changer, à faire évoluer. Donc c'est un peu le chaos total et après le chaos, il y a une sérénité puisqu'on sort avec une idée claire qui nous permet de faire le focus dessus et de sortir avec une nouvelle conception. Concrètement, la conception d'un business model passe par des étapes que nous allons détailler. Cette démarche et cette posture de tout déconstruire pour reconstruire sur de nouvelles bases, elle prend le nom de design attitude. Par opposition à la logique décisionnelle qui prédomine dans les pratiques traditionnelles de management, où au lieu de tout mettre à mal, d'avoir cette pensée critique vis-à-vis de l'existant, on essaye de continuer et prendre des décisions pour survivre. Donc, il faut se dire que dans un contexte qui est VICA, c'est-à-dire il est volatile, il est incertain, il est complexe et il est ambigu, la démarche analytique seule ne suffit pas. Parce que des fois, il n'y a pas que des facteurs qui sont rationnels qui vont faire que notre projet va marcher ou que notre entreprise va faire plus de croissance. Des fois, c'est justement un ensemble de mobiles qui sont irrationnels, qui sont liés à un contexte qui est ambigu.
Et donc, l'exploration d'une multitude de possibilités sous la forme de prototypes permettra de concevoir un nouveau modèle économique qui soit gagnant. Cette démarche qui est dynamique, en fait, elle est dans une approche d'amélioration en continu. Elle est moins linéaire que la logique décisionnelle traditionnelle, à savoir le design attitude suppose des itérations, c'est-à-dire on améliore au fur et à mesure. Et le complexe d'itération, il nous interpelle par rapport à ce qu'on appelle le management agile. C'est quoi le management agile? En fait, sa source, elle vient du modèle IT ou du modèle informatique où on lance une première version et au fur et à mesure, on fait des updates, on l'améliore, on lance des versions qui sont améliorées, etc. Donc, justement, cette attitude de design attitude, il faut des itérations, des améliorations en continu entre les études de marché, l'analyse, le prototypage et la génération d'idées. On peut dire que c'est une approche PDCA ou ce qu'on appelle la roue de Deming. Ça veut dire we plan, on planifie, on fait, do, on check, on contrôle, on ajuste et on fait des actions et encore on recommence en planifiant. Donc c'est une roue de Deming qui est une roue d'amélioration en continu. En effet, quel que soit le type de changement à opérer, en raison du contexte, pour bénéficier d'une combinaison d'offres ou par contrainte, les auteurs du livre Business Model Nouvelle Génération, notamment les auteurs c'est Osvalder et Pigneur, ils scindent le processus de conception d'un business model en 5 étapes. Premièrement, mobiliser. Donc, mobiliser l'ensemble des concepts pour arriver à un business model nouveau. Comprendre. Comprendre le marché, comprendre nos ressources, comprendre nos clients. Donc, comprendre à travers une empathie. Concevoir un nouveau business model, le déployer et le gérer. Le gérer pour des ajustements en continu et qui soient en continuelle évolution. Bien évidemment, ce processus n'est qu'une base qui a lieu de personnaliser à chaque organisation et bien sûr, la progression du processus entre les différentes étapes n'est nullement linéaire parce qu'il y a des possibilités, c'est un modèle interactif de revenir à l'étape antécédente pour pouvoir l'ajuster et reprendre avec un nouveau modèle. Aussi, en parallèle à ce processus, il y a un processus de pensée qui se développe. Et ce processus, il a une évolution qui est sinusoïdale. Ça veut dire qu'elle n'est pas linéaire, elle n'est pas stable. Au départ, on commence par la pensée divergente pour les phases de mobiliser et comprendre. Ça veut dire on essaye de voir autrement. Il y a des pensées qui sont complètement ouvertes et qui sont complètement divergentes et qui nous donnent beaucoup d'idées, beaucoup d'opportunités. Donc, une fois cette phase finie, quand on passe à la phase conception, la pensée, elle devient convergente. C'est-à-dire, on essaye de faire converger l'ensemble des idées pour pouvoir concevoir un seul produit ou un seul business model. Une fois on l'a conçu, on passe encore à la pensée divergente parce qu'on a besoin de le déployer, de le développer et donc on voit par rapport à notre produit qu'on a développé, c'est pas qu'on est en train de revoir le produit, mais comment il peut être utilisé de différentes manières par différents segments. Et une fois on connaît exactement quelle est l'amplitude de notre produit, on va encore se recorquiller et on va être encore dans la pensée convergente pour la phase de gestion. Pour la première phase, qui est la phase mobilisée, le dirigeant il est appelé à réunir les conditions pour mener à bon port le projet. Il s'agit de contextualiser ou de planter le décor à une expérience qui est riche, qui est fastidieuse et qui est chaotique. Ça veut dire qu'on va tout mettre à mal, tout mettre à zéro et essayer de construire ensemble. Donc, on peut résumer les principes de cette phase comme suit. C'est quoi l'activité? C'est que premièrement, quels sont les objectifs à travers notre projet? Deuxièmement, tester les idées qui peuvent venir de prime abord, qui sont préliminaires. Donner une planification du projet à travers des étapes et des timelines et essayer de former des équipes qui vont travailler sur des étapes qui sont prédéfinies.
Parmi les facteurs clés de succès, c'est qu'il faut réunir les bonnes personnes, les bonnes expériences et les bonnes connaissances. Et donc, les attitudes, les aptitudes et la connaissance. Et parmi les dangers et risques, c'est qu'on commence à être amoureux de nos idées et on commence à surestimer la valeur des idées initiales. En fait, l'idée, c'est de prendre le maximum d'idées, d'essayer de mettre une planification du projet avec des responsables par équipe et d'essayer de prendre ces idées et de les critiquer, de les faire évoluer à travers l'expérience, les connaissances et les personnes qui travaillent déjà au sein de l'entreprise ou qui sont des consultants qui ont vu d'autres expériences par ailleurs. Donc, dans cette première phase qui est la phase mobilisée, il est question de concentrer les efforts sur 4 points. Premièrement, définir quels sont les objectifs de ce projet. C'est cadrer les objectifs ou de nouveaux business models ou d'innovation qu'on va avoir en définissant pourquoi, c'est quoi la logique, sa teneur, donc dans quelle mesure je peux convaincre les autres pour faire partie de ce projet et ses objectifs ultimes pour l'entreprise. Deuxième point, c'est tester les premières idées. Vous pouvez essayer de transformer les idées de modèles économiques en histoires pour les tester. Un des pièges à éviter consiste à tomber amoureux de ses premières idées, ce qui sera de nature à stopper l'innovation et donc l'émergence de nouvelles idées plus innovantes. La solution pour esquiver ce genre de piège est de tester les nouvelles idées avec des personnes émanant d'horizons différents, de compétences différentes. Et d'ailleurs, Oswalder et Pigneur proposent d'organiser une session de jeu vérité pendant 20 minutes où les participants expriment toutes les raisons pour lesquelles l'idée proposée ne sera pas concluante. Ensuite, de passer 20 autres minutes pour discuter les raisons pour lesquelles l'idée marchera à merveille. Et donc, il s'agit d'abord de défendre l'idée, puis de défendre l'idée, puis de la critiquer. C'est un exercice, justement, où le challenge, c'est trouver la valeur fondamentale d'une idée. Et ça, c'est très intéressant de le faire en équipe. Troisième point, c'est planifier le projet. Quand on parle de planifier le projet, bien évidemment, la réussite d'un projet dépend en priorité de la conception d'un rétro-planning. Ça veut dire se donner des dates avec un planning en arrière, où seront déterminées les dates cibles, particulièrement des 3 premières phases du projet de la conception d'un business model, à savoir mobiliser, comprendre et concevoir. La planification des 2 dernières phases qui sont déployées et gérées sera bien évidemment tributaire de l'évolution de ces premières phases, parce que s'il y a des adaptations à faire, bien évidemment, on prendra plus de temps dans les 2 dernières phases. Et finalement, le quatrième point, c'est mettre en place une équipe dédiée. Donc, quand on a des équipes dispersées, des fois même digitales, dynamiques, diversifiées, il faut constituer une bonne équipe avec de bons éléments sur la base de la diversité et la complémentarité qui sera un gage de réussite dans cette phase. Le dirigeant a intérêt à choisir des éléments expérimentés, ayant des idées nouvelles, les bons réseaux personnels et la volonté de s'investir dans une démarche innovante de conception d'un nouveau business model. Et là, ça m'interpelle au fait justement de voir comment les hackathons sont organisés, qui sont des concours avec des équipes complémentaires et ils essayent en l'espace d'un temps réduit de pouvoir trouver une idée et essayer de la conceptualiser. Et là, on va trouver le marketeur, on va trouver l'informaticien, on va trouver le gestionnaire, le financier qui fait un business plan, un business case derrière. Et donc, tout ça, c'est dans l'objectif de la complémentarité. Durant cette phase, le dirigeant gagnera à concevoir en concertation avec ses équipes la matrice du modèle. De préférence, par exemple, Canvas. Pourquoi? Parce que il est assez illustratif. On peut même le faire en team building ou en séance décontractée.
Et donc, essayer d'avoir des affichettes, des petits matériaux qui nous permettront de faire de façon ludique cet exercice. Cette démarche lui permettra de structurer et de présenter plus efficacement les premières idées et par conséquent d'améliorer la communication au sein du groupe. Bien évidemment, dans cette phase, il faut installer une légitimité et qu'on se demande comment créer une légitimité. Premièrement, il faut trouver un dirigeant ou un chef de projet qui soit respecté par tous, c'est-à-dire qu'il ait un certain leadership. Il faut composer avec les intérêts de tout un chacun, parce que au sein de l'équipe, il faut identifier et gérer les intérêts particuliers des membres pour les ménager et éventuellement éviter toute résistance. Il faut bien évidemment promouvoir la diversité parmi les membres. Ils devraient favoriser une naissance d'idées, ce qu'ils ont appelé l'abrasion créative, pour garder les idées en mouvement et repenser les anciennes méthodes de travail et de gouvernance. Et pour cela, il faut accompagner et coacher les décideurs. Dans cette deuxième phase, qui est la phase comprendre, selon Ostwalder et Pigneur, un modèle économique est toujours conçu et déployé dans un environnement donné. Acquérir une bonne connaissance de l'environnement de son entreprise permet de concevoir des modèles économiques qui soient plus solides et plus compétitifs. Donc, avec la complexification du paysage, on a parlé de VICA, qui ébranle les marchés avec les crises économiques, les nouvelles propositions de valeur, etc. Il faut rester dans une écoute active de l'environnement, c'est-à-dire prendre le meilleur et comment on peut s'adapter par rapport à cela. Il faut comprendre les changements à l'œuvre, ce qui va aider les dirigeants à mieux adapter le modèle économique à des forces extérieures qui sont de plus en plus instables. Et il faut influencer les choix de conception et aider à prendre les décisions les plus informées sur la base, bien évidemment, de concepts qui sont confirmés. Avec un modèle économique révolutionnaire, le dirigeant deviendra même architecte de cet environnement et établira de nouvelles normes pour le secteur qui puissent par la suite être suivies par d'autres concurrents ou d'autres nouveaux entrants sur le marché. Ainsi, dans cette deuxième phase qui est la phase comprendre, il est recommandé de cartographier les 4 grandes dimensions de l'environnement, et d'ailleurs qui sont reprises dans le modèle Canva de création de nouveaux business models. Quelles sont les forces du marché? C'est-à-dire, par rapport au marché où nous sommes, quelles sont les forces? En quelque sorte, quelles sont les opportunités? Quelles sont les forces du secteur dans ce marché? C'est-à-dire les opportunités marché, les opportunités secteur. Quelles sont les tendances clés? C'est-à-dire on est en train de partir vers quoi? Et là, on peut faire un benchmark soit avec des entreprises dans le même pays, soit de benchmark des entreprises à l'international qui arrivent à être pionnières et à dessiner de grandes tendances. Et quelles sont les forces macroéconomiques? Et là, on peut les étudier à travers l'outil PESTEL, où justement vous avez l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement technologique, l'environnement écologique et l'évolution de l'environnement légal. Donc, quelles sont les activités ou les principes de cette phase? Cette phase consiste à collecter et analyser les éléments indispensables pour engager la réflexion. L'immersion des collaborateurs, des clients, des partenaires dans ce processus, elle s'avère indispensable pour comprendre et pour réussir cette phase. Parmi les activités, c'est sonder l'environnement, connaître qui sont nos clients potentiels, analyser les anciennes expériences, que ce soit des réussites ou des échecs, et collecter les bonnes idées et les bonnes propositions. Donc, parmi les facteurs clés de réussite, c'est qu'il faut être connaisseur de son marché, c'est-à-dire il faut le comprendre et comprendre les marchés cibles potentiels qu'on pourrait toucher. Il faut se projeter au-delà des frontières traditionnelles, des marchés cibles et essayer de voir quels sont les non-marchés et les non-clients et pourquoi ils sont non-clients.
Parmi les dangers et les risques, c'est qu'il y a trop d'informations, donc trop de recherches. Il faut des fois mettre de côté les objectifs et essayer de rechercher et par la suite de matcher par rapport à ce qu'on voudrait savoir. Et c'est une démarche qui peut être quelque peu biaisée à cause de l'adhésion hâtive aux premières idées. Concrètement, dans cette phase, on va recueillir le maximum de données et d'informations. Et donc, on va recueillir ces données auprès de clients, de collaborateurs, de partenaires, de spécialistes, et on va utiliser différents outils, dont notamment une étude de marché, des focus group où on va se mettre ensemble et discuter les concepts possibles ou les pistes d'exploration d'innovation possibles, des interviews avec des spécialistes, des brainstorming où on demande une collecte des idées, et bien évidemment, toutes les idées sont bonnes parce que des fois, c'est une idée qui n'est pas intéressante, mais qui va donner une idée à l'autre, à une autre personne présente pour partir vers l'idée intéressante. Et donc, il y a une co-construction d'idées. Et bien sûr, l'équipe projet, elle gagnera à lancer des prototypages de modèles économiques à un stade avancé. C'est ce qu'on appelle le prototypage précoce. Pourquoi? Parce que quand on fait une petite expérience client ou un petit prototype et qu'on essaye de le tester, ça va permettre d'avancer dans l'analyse. Contrairement au fait de continuer dans l'analyse et de ne pas aller vers l'application, ce qui risque de créer une paralysie. Et bien évidemment, la connaissance client reste un support central dans cette démarche. Ça veut dire qu'il faut connaître son client, ses motivations et qu'est-ce qu'on peut lui proposer de plus par rapport à l'existant. Quels sont les canaux de distribution, nos relations avec eux et quels sont bien évidemment les flux de revenus, d'où est-ce qu'ils nous viennent et comment on peut trouver cette équation de profit dans le cadre de ce nouveau business model. Il y a un outil très intéressant pour comprendre le client qui s'appelle l'empathie mapping. L'empathie mapping c'est un outil collaboratif et visuel qui a été attribué à Dave Gray, qui est le fondateur de l'entreprise américaine Explain. Et au départ, il a été inspiré d'un jeu proposé par Scott Matthews, qui est l'Empathy Mapping Game. Et donc, l'objectif de cet empathie mapping, c'est de pouvoir se mettre à la place du client et expérimenter ses sens. Et donc, il est composé de 6 parties qui permettent une description du client, qu'est-ce qu'il voit. Donc, décrire l'environnement de votre client, les concurrents, les partenaires, les clients, les autres offres, que ce soit des concurrents directs ou des concurrents de substitution, ce qu'il dit et ce qu'il fait, quel est son comportement, quelle est sa ligne directrice et que va-t-il exprimer aux autres, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il influence, a-t-il un prescripteur ou un influenceur ou cherche-t-il l'information sur vos produits? Et que disent les gens autour de lui? Penser et ressentir quelles sont ses problématiques et qu'est-ce qui est réellement important pour lui? Quelles sont les souffrances, c'est-à-dire les obstacles majeurs qui se présentent à lui? Quels risques refuse-t-il de prendre ou qu'est-ce qu'il appréhende? Et quels sont ses gains? Quels sont ses objectifs? Et que veut-il réaliser et comment? Pourquoi? Parce que tout simplement en marketing, il n'existe pas un type de consommateur et un parcours client unique. Et de ce fait, il convient de créer des profils de type différents afin de mieux cerner et de mieux comprendre votre cible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle trouver la persona. Toujours dans cette phase comprendre, afin d'élaborer une stratégie disruptive, il y a 4 façons de faire. Il y a des gens qui partent du contraste, ça veut dire quels sont les éléments du bon sens commun qui peuvent être remis en cause et ils partent carrément à une autre posture vis-à-vis de ces éléments. Il y a des gens qui trouvent plutôt des combinaisons. Donc, comment relier des produits ou des services qui sont traditionnellement séparés? Et là, la créativité consiste simplement à connecter les choses selon ce qu'il disait Steve Jobs. Il y a aussi la posture de la contrainte. Comment transformer les limites ou les points faibles en opportunités? Et là, c'est soit par un positionnement différent, soit par une vision différente du produit. Donc, il y a plusieurs manières de transformer ces limites en opportunités. Et aussi, il y a une façon de faire qui est liée au contexte. Comment les industriels, des idées ou des disciplines différentes peuvent-elles apporter un autre éclairage sur vos problématiques les plus urgentes?
Et là, par exemple, comment la technologie elle peut être induite dans un secteur complètement différent et ramener un business model qui est nouveau. En résumé, s'affranchir des modèles dominants consiste à explorer le potentiel de la fourchette basse de marché existant, comme le souligne Scott Anthony dans The Silver Lining. En sondant l'environnement et en évaluant les tendances, les marchés et les concurrents, il ne faudrait pas oublier que les graines d'un nouveau modèle peuvent surgir de n'importe qui et n'importe où. Dans cette troisième phase, qui est la phase de conception, concevoir, Tim O'Reilly, il nous dit qu'il n'y a pas un modèle économique, que les opportunités et les options sont là, elles sont innombrables, elles existent, et en fait, c'est à nous d'essayer de les mettre en avant et de les découvrir. Le principe de base durant cette phase, c'est l'idéation, ça veut dire trouver l'idée avec la capacité de l'appliquer, avec son application. C'est de générer plusieurs idées pour créer un nouveau modèle ou innover sur le modèle existant. D'ailleurs, Alexander Osterwalder et Yves Pigneur résument les caractéristiques de cette phase dans les activités suivantes. Le brainstorming, le design thinking, ça veut dire partir d'un gribouillis et sortir avec des idées épurées, le choix de texte et les postures par rapport à ces idées. Parmi les facteurs clés de réussite, c'est qu'il faut être ouvert à ses collaborateurs et co-créer ensemble des idées, c'est-à-dire prendre le maximum et essayer de construire quelque chose de nouveau. C'est la capacité de se projeter au-delà des frontières actuelles du marché pour toucher aussi les non-clients. C'est une étape d'exploration de différentes pistes du modèle économique, même si ces pistes au départ peuvent avoir une perception de pistes fantaisistes, mais en fait c'est des pistes qui peuvent être explorées. D'où les risques de négliger et d'écarter des idées innovantes qui peuvent être atypiques ou ne rentrent pas forcément dans des modèles existants. Et aussi le danger de tomber très vite amoureux d'une idée et de ce fait d'écarter l'exploration d'autres idées nouvelles. Dans cette phase de conception, il faut lancer le maximum de nouvelles idées, audacieuses et inspirantes et d'en tester les meilleures. Les équipes doivent être encouragées à poser les bonnes questions, s'impliquer d'une manière transversale et se libérer de préjugés et de croyances créant des limites qui les empêchent de s'exprimer amplement. Lors de cette phase, le dirigeant ne doit pas céder aux biais cognitifs qui brouillent les décisions. Il est préférable d'expérimenter différents scénarios par rapport au partenariat, chercher d'autres sources de revenus, explorer la valeur de différents canaux de distribution et essayer différents motifs qui peuvent induire un nouveau modèle économique. Dans cette phase de conception, deux outils peuvent être utilisés, le storytelling et le prototypage. Le storytelling, ça veut dire raconter des histoires, permettra de cristalliser admirablement les différents prototypes de modèles retenus, en mettant l'accent sur le questionnement continu des uns et des autres. Quel serait l'impact sur le business model de l'ajouter ou de supprimer un segment? Quelles seraient les conséquences en cas de suppression d'une ressource coûteuse et clé? Et que se passerait-il au cas où nous offrons gratuitement des produits ou des services? Comme c'est le cas de business models qui sont basés sur la publicité. Et donc, en quelque sorte, déconstruire l'existant. Un autre outil utilisé dans cette phase de conception, le prototypage. À l'instar de la pensée visuelle, c'est-à-dire regarder un prototype, quand on parle de service, bien évidemment, le prototypage est le processus, la procédure, un nouveau blueprint. Donc le prototypage, il rend tangible des concepts qui sont abstraits et il facilite l'exploration d'idées nouvelles. Il est issu du design et de l'ingénierie et il trouve de nombreuses applications en architecture, en design de produits, d'interaction, etc. Le prototypage s'est investi ces dernières années dans des domaines tels que le design de processus, le design de services et même le design organisationnel et stratégique. Pour le business modeling, le prototypage représente des modèles économiques futurs, potentiels, des outils au service de discussion, de questionnement ou de validation de modèles.
Concevoir et manipuler un prototype de modèle économique nécessite la prise en compte des problématiques de structure, de relation et de logique, autrement que nous le ferions par la réflexion et la discussion. Une fois la phase de la conception finalisée avec tout ce qui est prototypage, nous passons à la phase déploiement. Déployer, c'est déployer le modèle économique retenu dans les conditions réelles. À l'issue des tests des prototypes, des modèles économiques et le choix d'un ou de plusieurs prototypes, il est temps de passer à l'action dans des conditions réelles du marché et de l'entreprise. Les conditions de réussite de cette phase sont les suivantes. D'abord, c'est quoi l'activité principale? Donc, une fois le prototype est là, il faut faire adhérer. Il faut fédérer les équipes. Il faut communiquer et exécuter le nouveau business model. Parmi les facteurs clés de réussite, c'est la bonne gestion de projet, la capacité et la volonté d'adapter rapidement le modèle et aligner l'ancien et le nouveau modèle. Par contre, les dangers, c'est qu'il faut gérer le changement et les réticences et la faible adhésion parce que pour toute nouveauté, il y a justement une conduite de changement à déployer. Ceci étant, le business model après conception et choix doit être décliné avec une stratégie de déploiement qui est savamment conçue et mise en place. Ce schéma figure dans un document de gestion de projet et il est bien évidemment détaillé dans le business plan. En effet, la mise en place d'un nouveau business plan est conditionnée par la définition des projets associés, la détermination des jalons et l'organisation, le cas échéant, des structures juridiques y afférentes. Une des caractéristiques essentielles des systèmes complexes adaptatifs est que nous ne pouvons prédire avec exactitude leur évolution. Et donc toujours, il y a un seuil de risque à prendre en considération. Toutefois, nous pouvons déceler des signaux ou des schémas de changement et imaginer des résultats plausibles, puis agir pour minimiser les plus indésirables. Dans cette dernière phase qui est la phase 5, il s'agit de gérer. Cela veut dire adapter et modifier le modèle économique en fonction des réactions du marché. Cette phase, elle consiste à modifier le modèle en réponse aux réactions. Les éléments de base à retenir pour cette phase sont les suivants. L'activité, c'est être à l'écoute du marché, c'est-à-dire sonder l'environnement, évaluer régulièrement le business model, rajeunir ou repenser le business model si on voit des ajustements éventuels, aligner les business models au sein de l'organisation, ça veut dire une montée en compétence des autres business models, et gérer les synergies ou les conflits entre les modèles existants, c'est-à-dire essayer d'éviter des cannibalisations de modèles. Parmi les facteurs clés de succès, c'est que il faut avoir une perspective qui est plutôt long-termiste plutôt que réaliser des bénéfices à court terme. Il faut être dans la proactivité par rapport au marché pour essayer d'être précurseur dans ses idées. Et il faut avoir une bonne gouvernance des business models pour s'assurer que que la gestion et le fonctionnement du business model, il est dans le bon sens. Parmi les dangers et risques, c'est de devenir victime du propre succès et ne pas savoir évoluer. Ça veut dire aimer une situation et ne pas se dire comment la faire évoluer et ne pas rester justement dans cette roue d'évolution en continu. Donc, bien qu'on soit heureux de ce qu'on a, mais il faut toujours essayer de se dire comment ça peut être évolutif vers autre chose. Et comme l'a dit Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Et ça, c'est très important. La proactivité, l'innovation, repenser en continu, ajuster, c'est ce qui nous permettrait justement d'embraser ce changement avec beaucoup d'efficacité et de pouvoir être efficient au niveau de son marché. La transformation ou l'innovation d'un business model n'est pas un exercice ponctuel. Il s'agit d'une activité de long terme qui se poursuit au-delà de la phase de déploiement. Cette phase nécessite une évaluation régulière du modèle, c'est-à-dire un monitoring et une veille permanente de l'environnement afin d'anticiper son évolution et son impact. Pour ce faire, il sera judicieux de créer une équipe stratégique ad hoc qui est dédiée au suivi et au monitoring des business models et veiller à leur résilience à long terme.
Un exemple assez simple et qui veut dire lent. Donc, l'exemple frappant de Dell. Donc, c'est un exemple de la nécessité de sonder et d'anticiper les changements de l'environnement. Donc, en effet, cette société avait révolutionné l'industrie informatique à travers deux choses. Premièrement, c'est l'assemblage du PC à la demande et deuxièmement, c'est la vente directe en ligne. Ce nouveau business model a permis à Dell de devenir le numéro un du secteur pendant une période. Toutefois, cette marque, si elle ne se réinvente pas, elle risque d'être piégée par le fait que la banalisation du marché du PC, surtout que la croissance et les profits générés par d'autres produits et d'autres offres aujourd'hui ne sont pas investis par Dell et donc lui échappent. Et donc aujourd'hui, il est temps de se dire, il faut plus se concentrer sur le marché du PC qui à terme est un marché qui est en régression et se concentrer sur un business qui a plus de valeur ajoutée, toujours dans le domaine informatique. Pour récapituler, dans un contexte VICA, cela veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu, les entreprises sont amenées à se réinventer. La conception d'un nouveau business model se fait à travers 5 étapes essentielles, bien sûr, qui ne sont pas forcément successives et qui peuvent être en interaction avec un ajustement interactif. La première étape, il s'agit de mobiliser. Cela veut dire fixer les objectifs, fédérer les équipes et planifier le projet. Ensuite, il faut comprendre, sonder l'environnement, connaître les clients potentiels, analyser les succès et les échecs et collecter les bonnes idées et propositions. À travers ça, nous pouvons concevoir un business model. À travers le brainstorming, tout ça, on essaie de le façonner en design thinking et on fait des choix et des partis pris. On déploie en faisant adhérer les équipes, en communiquant et en exécutant. Et finalement, on gère à travers l'évaluation, repenser le modèle, l'aligner au sein de l'entreprise, gérer les synergies et gérer éventuellement les conflits avec les autres business models existants. Pour conclure, concevoir un business model et passer par les différentes étapes n'est pas une fin en soi, mais c'est un état d'esprit, c'est un ensemble de postures qui vont nous permettre d'être dans l'amélioration en continu. L'idée est de ne pas être dans une option linéaire et de ne pas partir d'une étape à l'autre, mais l'idée c'est de pouvoir interagir entre les étapes et donner toujours le meilleur pour le client final qu'on va essayer de connaître plus à travers le persona. Nous arrivons à la fin de ce séminaire qui a détaillé les étapes de conception d'un nouveau business model. Bien évidemment, dans le séminaire prochain, on va détailler la conduite du changement et l'acceptation de l'innovation au sein des organisations. Je vous remercie pour votre suivi et à bientôt.